Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un bond dans le temps, direction les 15e et 16e siècles. C'est une période absolument incroyable, un vrai grand bouleversement qui a complètement changé la face de l'Europe et qui a posé les bases de notre monde actuel. Alors attention, attachez vos ceintures, c'est parti. On va commencer par une question pour bien réfléchir. Imaginez un instant. Tout ce qui vous paraît normal aujourd'hui, notre façon de penser, de croire, de voir le monde, tout ça a été profondément secoué, voire réinventé il y a 500 ans. C'est un peu comme si les règles du jeu avaient été totalement changées en plein milieu de la partie. Voilà le cœur de notre sujet. On est vraiment à un tournant de l'histoire. C'est la fin du Moyen-Âge et le début d'une nouvelle ère. Pour bien comprendre ce Big Bang historique, on va explorer 3 grands changements. D'abord, une nouvelle façon de voir l'être humain. Ensuite, des inventions qui vont tout accélérer. Et enfin, une énorme crise religieuse qui va diviser l'Europe. Premier point, donc, une véritable révolution dans les esprits. On va voir comment petit à petit, l'être humain s'est retrouvé placé au centre de toutes les attentions. Le premier mot-clé super important, c'est humanisme. En gros, pendant tout le Moyen-Âge, Dieu était au centre de tout. Avec l'humanisme, on ne met pas Dieu de côté, mais on s'intéresse passionnément à l'homme, à son corps, à son intelligence, à ses capacités. Pour ça, les savants et les artistes vont redécouvrir les textes de l'Antiquité, un peu comme un trésor oublié. Et qui de mieux pour incarner cet esprit que Léonard de Vinci? Cette phrase résume parfaitement la curiosité insatiable de l'époque. On veut tout savoir, tout comprendre, comment fonctionne le corps humain, les plantes, les étoiles. C'est une soif de connaissances absolument nouvelle. Ce dessin, tout le monde le connaît, c'est le symbole parfait de l'humanisme. L'homme est au centre d'un cercle et d'un carré, des formes géométriques parfaites. Il représente un univers harmonieux, ordonné, où l'être humain a toute sa place. C'est ça la nouvelle vision du monde. Et cette nouvelle vision de l'homme va déclencher un mouvement artistique exceptionnel, la Renaissance. Comme son nom l'indique, c'est une renaissance des arts et des sciences qui s'inspire énormément des œuvres de l'Antiquité. C'est une explosion de créativité. Bien sûr, pour créer toutes ces œuvres magnifiques, il faut de l'argent. C'est là qu'interviennent les mécènes. Ce sont des princes, des banquiers très riches, comme Laurent de Médicis à Florence, qui financent les artistes. Pour eux, c'est une façon de montrer leur pouvoir et leur prestige. Alors cette nouvelle manière de penser, elle ne touche pas que l'art. Elle va aussi entraîner une révolution scientifique qui va littéralement changer notre vision de l'univers. Regardez cette frise. Le rythme des découvertes est juste fou. En un peu plus d'un siècle, on invente l'imprimerie, on découvre un nouveau continent et on comprend que la Terre n'est en fait pas le centre de l'univers. Imaginez le choc pour les gens de l'époque. L'imprimerie, c'est sans doute l'invention la plus importante de cette période. C'est une comparaison facile, mais c'est vraiment l'Internet du XVIe siècle. Avant, il fallait des mois pour copier un livre à la main. D'un seul coup, on peut en imprimer des centaines en quelques jours. Les idées nouvelles se répandent dans toute l'Europe à une vitesse jamais vue. Et parmi ces idées qui se diffusent, il y en a une qui va tout faire trembler. Depuis l'Antiquité, on pensait que la Terre était immobile au centre de tout. C'est le géocentrisme. Mais un astronome, Copernic, en observant et en calculant, propose une autre idée. C'est le Soleil qui est au centre et la Terre qui tourne autour. C'est l'héliocentrisme. Révolutionnaire. Cette phrase qu'aurait prononcée Galilée après avoir été forcé par l'Église à renier ses idées est devenue mythique. Elle symbolise ce grand conflit qui commence entre la science, basée sur l'observation et la preuve, et la religion, basée sur des croyances anciennes. Et justement, en parlant de l'Église, pendant que la science progresse à pas de géant, la plus grande puissance du Moyen-Âge, l'Église catholique, entre dans une crise très, très profonde. De plus en plus de croyants ne se reconnaissent plus dans leur Église. Ils voient le pape et les évêques vivre dans un luxe incroyable, loin des enseignements du Christ. Et surtout, ils sont choqués par la vente des indulgences. En gros, on pouvait acheter un papier qui promettait de pardonner les péchés. C'était un peu « payez et vous irez au paradis ». Pour beaucoup, c'était inacceptable. L'année 1517, c'est la date de la rupture. Un moine allemand, Martin Luther, en a assez de tout ça. Il publie ses 95 thèses, une liste de tout ce qu'il reproche à l'Église, et notamment le scandale des indulgences. C'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Le geste de Luther lance ce qu'on appelle la réforme protestante. C'est un mouvement qui va casser en deux l'unité des chrétiens d'Europe de l'Ouest. De nouvelles églises apparaissent, on les appelle protestantes, parce qu'elles protestent contre l'autorité du pape et les abus de l'Église catholique. Malheureusement, cette séparation ne va pas se faire en douceur. Au contraire, elle va plonger l'Europe dans plus d'un siècle de guerres terribles, les guerres de religion. Pour comprendre pourquoi on en est arrivé à une telle violence, ce tableau est très utile. On voit bien que ce n'est pas juste un petit désaccord. Tout est différent. Pour les catholiques, le chef, c'est le pape. Pour les protestants, c'est la Bible seule qui compte. Les églises catholiques sont très décorées, les temples protestants sont très simples.
Les deux visions sont devenues irréconciliables. Pour se rendre compte de l'horreur de ces guerres, on va faire une petite étude de documents, comme en classe. Ce tableau montre le massacre de la Saint-Barthélemy. On voit une violence inouïe. Mais il faut aller plus loin. Qui a peint ça? Un protestant qui a survécu. Son but n'est pas seulement de montrer ce qui s'est passé, c'est aussi d'accuser le pouvoir royal. C'est ce qu'on appelle une œuvre de propagande. C'est important de toujours se demander qui parle et pourquoi. Ouf, on a vu énormément de choses. C'était dense, hein. Allez, on respire un bon coup et on résume l'essentiel à retenir. Alors, s'il y a une idée à garder en tête, c'est bien celle-là. Cette période marque une vraie cassure. On ferme la porte du Moyen-Âge et on entre dans les temps modernes. C'est la naissance d'un monde où l'homme et la science prennent une place centrale, mais c'est aussi un monde qui va être durablement marqué par les divisions religieuses. Et voilà, j'espère que ce voyage au cœur de la Renaissance et des réformes vous a plu et vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines leçons. À très bientôt!